Merci beaucoup. Nous accueillons maintenant un journaliste, essayiste, conférencier. Il a écrit plus de 100 livres et près de 2000 articles. C'est un intervenant régulier des colloques de l'Institut Iliade. Spécialiste de philosophie politique et d'histoire des idées, c'est son domaine. Mais aussi fin connaisseur de l'archéologie, des traditions populaires, de l'histoire des religions. Aujourd'hui, Alain de Benoist va nous rejoindre sur scène pour parler d'un sujet absolument fondamental. C'est celui de notre relation intime ou distanciée avec les animaux et la façon dont nous pouvons vivre avec eux ou à côté d'eux. Donc il a, à travers cette formule « l'animal n'a pas de droit, nous avons des devoirs envers lui », résumé un peu sa pensée, mais vous le connaissez, elle est évidemment plus complexe qu'un slogan. Donc je vous demande d'accueillir Alain de Benoist. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers amis. Au cours des dernières décennies, la cause animale n'a cessé de progresser. À l'heure de la ferme des 1000 vaches, des élevages en batterie et autres abominations de l'élevage industriel, on aurait toute raison de s'en réjouir si cette thématique n'avait de plus en plus tendance à tomber entre les mains d'idéologues illuminés qui, loin de servir la cause qu'ils défendent, en proposent une caricature aussi désolante que contestable. Au nombre de ces folies, il faut désormais compter avec la théorie du droit des animaux. Quand elle ne s'appuie pas sur des syllogismes boiteux du genre « l'homme a des droits, l'homme est un animal, donc les animaux ont des droits », cette théorie dérive le plus souvent d'une idéologie à laquelle on a donné le nom d'antispécisme. Le terme de spécisme, inventé par le Britannique Richard Ryder et popularisé par l'Australien Peter Singer, désigne toute attitude impliquant de faire une distinction morale, entre guillemets, entre les hommes et les animaux. L'antispécisme, au contraire, consiste à mettre toutes les espèces à égalité au motif que, je cite, « les animaux sont des humains comme les autres ». Tom Regan, professeur à l'Université d'État de Caroline du Nord, affirme ainsi que les animaux sont des titulaires de droits, même s'ils ne le savent pas, et que seul le langage des droits est apte à exprimer l'exigence de ne pas leur infliger des dommages sans des raisons contraignantes. En 1978, une déclaration universelle des droits de l'animal, sans aucune valeur juridique, a même été adoptée à l'UNESCO. Son article 1er proclamait plaisamment que tous les animaux naissent égaux devant la vie. Sur cette question des droits, le livre le plus explicite est celui de Sue Donaldson et Will Kymlicka, Zoopolis. C'est aussi celui qui va le plus loin, puisque les auteurs, après avoir pris position pour l'attribution de droits inviolables et universels à tous les sujets sensibles, réputés être de ce seul fait des agents moraux au sens kantien du terme, vont jusqu'à prôner l'intégration des animaux dans la société des hommes au titre de citoyens. Les deux auteurs distinguent les animaux sauvages, les animaux domestiques et les animaux qu'ils appellent liminaires, ces derniers étant ceux qui vivent dans les villes au contact des humains sans être domestiqués. Les premiers devraient se voir reconnaître une souveraineté, les seconds une citoyenneté, en échange de laquelle ils apprendraient à se comporter de façon socialement acceptable, par exemple en ne mordant pas tout le monde dans la rue. Le grand argument d'ordre émotionnel, c'est que les animaux ne sont pas des automates
comme le prétendaient Descartes et Malebranche, puisqu'ils peuvent souffrir. Comme on estime qu'il est immoral de faire souffrir des animaux, on en déduit qu'ils ont des droits. Mais cette conclusion est en fait tout à fait arbitraire. En quoi le fait de pouvoir éprouver plaisir ou douleur pourrait-il à lui seul conférer un statut moral et surtout des droits? C'est en outre une idée dangereuse, car l'empathie que peuvent ressentir les hommes vis-à-vis des animaux est éminemment variable selon les individus et selon les peuples. Si nous ne sommes pas sensibles à la souffrance d'une bête, peut-on dire qu'elle devient par là même admissible, au moins à nos yeux? On est, on le voit, en pleine subjectivité. Or, il ne peut y avoir d'éthique si celle-ci ne repose pas sur des principes objectifs. Que répondre à cette théorie? D'abord, que les droits subjectifs n'existent tout simplement pas, contrairement à ce qu'affirme la théorie du droit naturel moderne, dont dérive l'idéologie des droits de l'homme. Seuls existent des droits objectifs extérieurs aux individus comme aux personnes. Aucun homme ne possède des droits en vertu de sa seule nature ou de sa seule existence antérieurement à tout rapport social. Il n'en va pas différemment des animaux. La thèse contraire relève de la croyance, voire de la métaphysique. Mais il y a d'autres arguments. Les animaux n'ont pas de droit parce qu'ils ne sont pas des sujets de droit. Ils ne sont pas capables de faire valoir leurs droits. On ne peut leur imposer aucune obligation en contrepartie d'un droit. John Rawls admettait lui-même que les animaux ne peuvent être titulaires de droits pour la simple raison qu'ils ne peuvent être partie prenante d'un contrat. Ils ne peuvent donc être que des objets de droit. Les animaux sont également incapables d'avoir des droits parce que cette notion ne signifie rien pour eux et qu'en tout état de cause, ils ne sauraient la rapporter à des individus d'une autre espèce que celle à laquelle ils appartiennent. Le droit à ne pas être traité comme un moyen pour les fins d'un autre ignore la prédation. Il est à peine besoin, en effet, de rappeler que ces mêmes animaux auxquels on se propose d'accorder des droits sont les premiers à ne pas les respecter en se comportant en prédateurs avec les espèces dont ils se nourrissent, ce non-respect étant d'ailleurs la condition même de leur survie. Le seul droit que le lion reconnaisse à l'antilope, c'est de se laisser dévorer. Comment reconnaître aux animaux des droits qu'ils ne sont nullement disposés à reconnaître eux-mêmes aux membres des autres espèces? Cette observation soulève un problème qui est au cœur de l'idéologie antispéciste, à savoir le rôle et la place de l'homme au sein de la nature. Au prétexte que les hommes sont incontestablement des animaux, les antispécistes tirent la conclusion exagérée qu'ils ne sont que des animaux et qu'il n'y a entre les animaux et les humains qu'une différence de degré. Ce qui revient à évacuer par zoocentrisme toutes les propriétés émergentes liées à l'apparition du phénomène humain, à commencer par ce trait spécifique de notre espèce qui est d'être capable de se soucier du sort et du bien-être des autres espèces. Il est certes nécessaire de critiquer un anthropocentrisme qui, dans le passé, s'est révélé dévastateur. Mais peut-on se défaire de tout anthropocentrisme qu'il ne faut pas confondre avec l'anthropomorphisme? Car après tout, ce sont des hommes, et eux seuls, qui peuvent se déclarer antispécistes. C'est ce qu'a très bien remarqué Francis Wolff, qui écrit « L'attitude qui
qui entend dénoncer radicalement l'anthropocentrisme est radicalement anthropocentriste, car aucune espèce naturelle ne respecte naturellement les autres espèces naturelles. A fortiori, aucune espèce naturelle ne considère, ni ne peut considérer, toutes les autres de façon égale, et encore moins à l'égal de la sienne. Aucune espèce ne peut être antispéciste, si ce n'est l'espèce humaine. C'est également ce que constate Alain Finkielkraut, qui écrit « La responsabilité pour les autres espèces est une prérogative spécifiquement humaine. Jamais le lion ne prendra soin de la gazelle, c'est à l'homme et à l'homme seul qu'il incombe de veiller sur l'un et sur l'autre. Il s'en déduit que c'est précisément en raison de ce qui distingue les hommes des autres espèces que l'on peut exiger d'eux qu'ils se préoccupent du sort de celles-ci. » Comme l'écrit également Étienne Bimbenet, c'est une chose de militer contre l'exploitation et le sort scandaleux fait aux animaux, c'en est une autre, tout autre, de croire que l'amélioration de leur sort implique d'abolir la frontière entre eux et nous. Ressaisir l'humain en son propre, ajoute-t-il, loin de nous enfermer dans une célébration narcissique de nous-mêmes, est sans doute la meilleure façon d'aller vers les animaux. Aller vers l'autre implique de reconnaître sa différence, non de nier son altérité. Là est la contradiction fondamentale du discours selon lequel les animaux sont des personnes, car les seules personnes capables de s'intéresser au sort des autres espèces, au point de vouloir les protéger ou les empêcher de disparaître, ce sont encore une fois les humains. Ce qui signifie que c'est en tenant un discours selon lequel il n'y a pas de différence radicale entre l'homme et les autres animaux, discours que seuls les hommes peuvent tenir, que les antispécistes prouvent sans même s'en apercevoir la fausseté de leur thèse. Il y a heureusement, et j'en terminerai là-dessus, il y a heureusement d'autres façons de ne pas considérer les animaux comme des objets que de leur attribuer des droits. Les devoirs ne sont pas nécessairement la contrepartie d'un droit, et il est totalement arbitraire de dire que la souffrance constitue le point de départ de toute position éthique. Les animaux n'ont pas de droits, mais comme l'avait dit déjà Rousseau dans sa préface au discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité, nous avons des devoirs envers eux. La nature de l'éthique qui doit présider au rapport des hommes et des animaux ne tient pas aux droits qu'ont les animaux par rapport à nous, mais aux devoirs que nous avons envers eux. Non pas seulement parce qu'ils sont vulnérables et qu'ils peuvent souffrir, mais pour bien d'autres raisons. Nous avons aussi des devoirs envers la nature, envers les pierres et les rochers, les fleuves et les forêts, les monuments et les paysages. Nous avons des devoirs envers eux parce qu'ils possèdent une valeur intrinsèque, même s'ils ne peuvent nous obliger par eux-mêmes à la respecter. Nous avons des devoirs envers ce qui vit et au-delà, envers ce qui est. Non parce que nous sommes à égalité avec tout ce qui est, mais parce que nous sommes tous pris dans un rapport de co-appartenance qui renvoie directement à l'idée de cosmos, une idée qui était familière aux anciens et avec laquelle il n'est que trop temps de renouer. Je vous remercie.